tous. Donc tout d'abord, merci pour votre présence. Pendant que vous êtes nombreux à vous être montrés intéressés par ce sujet. Je voulais aussi remercier les organisateurs du DFS de Strasbourg pour m'avoir permis de donner cette conférence. Donc comme vous l'avez compris, durant les 20 prochaines minutes, nous allons parler ici de Deep Learning. Et pour ça, moi je me concentrerai mon propos sur comment le rendre accessible à un plus grand nombre, que ce soit un plus grand nombre d'entreprises qui n'ont pas forcément le temps, le moyen ou les compétences pour faire du deep learning, pour aussi un plus grand nombre de développeurs, ou comment l'intégrer à un plus grand nombre de projets. Et pour rester dans la thématique, du coup, je signale que toutes les images d'illustration que vous verrez dans cette conf ont été dessinées par une IA. Tout d'abord, petite présentation. Alors moi je travaille à Hippon Technologies. On a un cabinet de conseil et d'expertise d'environ 700 collaborateurs. On accompagne nos clients du discovery jusqu'au delivery sur des sujets aussi variés que la data, le cloud, le mobile, les sujets full stack, mais aussi de l'UX et bien sûr de l'architecture. On est présent, donc bien sûr on est basé à Paris, mais on est présent à Lyon, à Nantes, et tout dernièrement on a créé une agence à Strasbourg, et on a un stand qui est présent aujourd'hui si vous voulez aller nous voir après. On est aussi présent à l'international, notamment aux États-Unis. En ce qui me concerne, alors je suis data scientist et machine learning ingénieur à Hippon Technologies. Après, au cours de mon parcours, je suis intervenu sur différents sujets, donc bien entendu data science et data, mais aussi cloud et développement full stack. Du coup, commençons par pourquoi vous êtes venus. Dans une première partie, je vais juste faire quelques rappels rapidement sur le deep learning et expliquer pourquoi c'est puissant, mais aussi en quoi c'est limité. Et on verra après comment on peut pallier à certaines de ces limitations. Alors tout d'abord, le deep learning. Donc quand on dit deep learning, très souvent on pense réseau de neurones, et là on a par exemple le schéma d'un réseau de neurones. Sur ce schéma, chaque cercle blanc est un neurone, et en fait un neurone c'est juste un objet mathématique qui va appliquer une fonction en entrée, une fonction sur les valeurs qu'il prend en entrée, et du coup fournir une valeur en sortie. Et du coup ces valeurs seront après réutilisées par d'autres neurones de couches successives, parce que très souvent les réseaux de neurones sont organisés en couches, donc ici on a par exemple 3 couches, et on a ici les neurones d'entrée qui vont prendre en fait directement les variables, donc par exemple un dataset, on voudrait catégoriser des personnes, les variables ça pourrait être l'âge, le poids, etc. Et en sortie, il va nous rendre les valeurs qui nous intéressent. Donc ça peut être déterminer un risque ou déterminer une catégorie. Donc par exemple ici on aurait 3 catégories différentes, et en sortie on aurait une probabilité, et la probabilité la plus haute serait la catégorie retenue. Il faut savoir que les premiers modèles de réseaux de neurones, premiers modèles mathématiques, ça a commencé à être abordé durant les années 50, mais devant la complexité des calculs, ça a été abandonné avant de revenir à la mode avec la montée en puissance des ordinateurs. Donc quels sont les avantages du deep learning? Donc tout d'abord, le deep learning, contrairement à d'autres algorithmes de machine learning plus classiques, très souvent, il voit, si les données sont de bonne qualité bien sûr, il voit ses performances augmenter avec un nombre supérieur de données qu'on lui fournit. Ensuite, il est capable de traiter assez facilement les données brutes. Donc, ce qu'on entend par données brutes, ça peut être par exemple les images, les vidéos, les audios, les textes non structurés. Là où d'autres algos plus classiques, ils n'arriveraient qu'à gérer, nativement en tout cas, que des données tabulaires. Et enfin, du coup, donc j'ai dit, il profite pleinement de la montée en puissance des ordinateurs.
Quelques inconvénients toutefois, donc c'est souvent des approches assez complexes. Il faut des compétences bien spécifiques en machine learning et même en deep learning, c'est un monde un peu à part. Dans le machine learning, pour pouvoir travailler sur ces sujets, il y a une durée de développement importante, en tout cas si on veut faire un réseau neurone de A à Z. Il faut une bonne quantité de données et surtout il faut que cette donnée soit annotée. Donc déjà la donnée elle n'existe pas souvent, et si elle existe, il faut qu'elle ait été annotée pour que le réseau neurone puisse apprendre. Alors après il y a des approches pour pallier au manque de données, mais c'est toujours un peu compliqué. Et, moi, de mon expérience, assez souvent, la donnée elle n'est pas toujours présente. C'est assez rare finalement qu'on arrive à un endroit, hop, le client il a de la donnée, il a pu investir du temps et des moyens pour annoter cette donnée. C'est pas facile. Ensuite, c'est gourmand en ressources de calcul. Et puis, il y a un effet boîte noire assez important. En tout cas, nativement, les réseaux de neurones, c'est très compliqué d'arriver à comprendre pourquoi ils fournissent tel résultat. Et dans certains secteurs, réglementé, ça peut être un peu compliqué, où il faut qu'on puisse expliquer pourquoi un algorithme a rendu tel résultat. Alors après, il commence à exister certaines méthodes qui permettent, qui sont modèles agnostiques, qui permettent d'expliquer tel ou tel résultat, mais nativement, en tout cas, les réseaux de neurones n'ont pas cette facilité. Alors, pour ceci, par rapport à toutes ces complexités, il existe une approche qui est plutôt intéressante, qui n'est pas forcément très connue, qui s'appelle le transfer learning, et qui va permettre justement d'adresser la complexité dont j'ai parlé. Alors, elle est basée sur la réutilisation de modèles existants. C'est-à-dire que par exemple, si on a développé un modèle de réseau de neurones, ou autre, enfin là on parle des réseaux de neurones, enfin du deep learning, qui est très performant, qu'on veut capitaliser dessus, et bien grâce au transfer learning, on va pouvoir le réutiliser pour un sujet un peu similaire. On va pas être obligé de tout redémarrer de A à Z. Alors, bien sûr, il faut que ce soit un sujet proche, mais en tout cas il y a cette possibilité. Ensuite, on va pouvoir réutiliser une expertise, c'est-à-dire qu'en fait il existe des réseaux de neurones open source, des modèles open source qui ont été entraînés et développés soit par des chercheurs, soit par des entreprises comme Google, et qui ont donc toute l'expertise nécessaire pour réaliser ce genre de choses, qui ont produit des modèles très performants, et que nous on va pouvoir réutiliser gratuitement. Le temps de développement il est accéléré, puisqu'on va pouvoir mieux se concentrer sur les problèmes métiers et éviter de travailler sur certains sujets très purement techniques et data science. Cette méthode va nécessiter beaucoup moins de données et on va économiser en ressources de calcul. Alors le principe. Alors pour illustrer mon propos, je vais prendre un cas d'usage réel sur lequel on avait travaillé à Ypon, qui était un assureur envoie chaque jour ses conseillers sur le terrain prendre des centaines de photos de véhicules accidentés pour monter des dossiers d'assurance. Ils en prennent énormément, ces photos ne sont pas catégorisées, et après quand il y a des contentieux, c'était très compliqué de retrouver la photo du pare-choc, la photo du phare, etc. Le problème c'est que c'était une petite boîte, ils avaient pas beaucoup de... Ils avaient des photos, mais aucune n'était annotée, ils n'avaient pas moyen de payer des gens pour parcourir les milliers de photos qu'ils ont pour les annoter. Et ils n'avaient pas non plus les moyens d'investir sur un sujet de data science à long terme. Du coup, on est parti sur l'approche transfer learning. Donc pour ça, on a pris un réseau de neurones, alors à l'époque c'était MobileNet, qui a été développé par Google, il me semble, qui est très performant dans la classification d'images dans 1000 catégories de la vie courante. Alors, le problème, c'est que nous, on veut pas ces 1000 catégories de la vie courante, on veut nos catégories à nous. Certaines ne sont pas dans les 1000 initiales. Donc, en l'état, le modèle n'était pas utilisable. Mais grâce au transfer learning, on va pouvoir adapter à notre use case à nous. C'est-à-dire qu'en fait, pour ça, il faut savoir que dans un réseau de neurones, les différentes couches ont souvent des tâches assez spécifiques. Par exemple, les premières couches ici pour la classification d'images
vont être ce qu'on appelle les couches de convolution, vont avoir plutôt pour tâche d'écrire les patterns et les données, enfin les formes dans les images, qui seront après utilisées par les dernières couches, qu'on appelle les couches de classification, justement pour déterminer les catégories de ces images. Et c'est ces dernières couches qui sont très spécifiques à ce pourquoi le modèle a été entraîné. Donc pour rappel, ici, c'est les 1000 catégories de la vie courante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le couper, le tronquer, pour ne garder que les premières couches qui nous intéressent, qui sont très performantes pour détecter, par exemple, les formes dans les images. Et on va créer un modèle à nous, donc plus petit, avec moins de couches, donc que des couches de classification, et surtout avec en sortie uniquement les catégories qui nous intéressent. Et il va prendre en entrée la sortie du premier modèle qui a été tronqué. Donc ce qui fait qu'en fait, la seule partie qui nécessite un apprentissage, c'est ce petit modèle-là, et pas le gros, qui lui a déjà été entraîné et est très performant. Du coup, là, je vais vous montrer ce que ça pouvait donner au bout d'un POC de 2 semaines, avec seulement 20 photos par catégorie. On était après descendu dans le parking en bas de la boîte pour voir en temps réel sur un smartphone les résultats donnés par le modèle. Donc 20 photos par catégorie, c'est vraiment très très peu. Donc là, voilà. Moi qui repère le phare, même il a le côté du phare. Alors, ensuite, je vais parler de comment on va pouvoir amener de l'intelligence directement dans le navigateur de l'utilisateur. Donc pour ceci, il faut savoir qu'il existe un framework appelé TensorFlow.js, qui est un framework de machine learning en JavaScript. En fait, il est basé sur TensorFlow, qui initialement existe en Python et en C++. C'est un framework qui est porté par Google. TensorFlow.js, lui, il est client-side ou server-side, c'est-à-dire qu'on peut le faire côté serveur du machine learning avec Node, mais on va aussi pouvoir l'utiliser directement dans le navigateur de l'utilisateur. L'intérêt de TensorFlow, c'est de pouvoir facilement faire des calculs sur le GPU. C'est quelque chose de très pratique parce que en deep learning, il y a beaucoup de calculs parallèles, et du coup le GPU va permettre d'augmenter grandement les performances de calcul. TensorFlow.js va permettre de faire ça en passant par l'API WebGL. Alors du coup, l'avantage de faire de l'offline machine learning, c'est-à-dire de machine learning directement dans le terminal de l'utilisateur, il y en a plusieurs. Donc déjà, un déploiement assez facile du modèle, puisque le modèle il peut être construit sur place en fait. Il n'y a pas d'installation spécifique. En fait, par exemple, la librairie TensorFlow.js, c'est juste une dépendance NPM, comme une autre. On n'a pas de serveur de calcul à entretenir. On a une proximité des capteurs qui peut être intéressante, parce que du coup, il n'y aura pas nécessité de faire transiter des données. On va pouvoir tout traiter sur place. Et ça peut avoir un aspect vie privée ou RGPD intéressant pour certains sujets où on n'a pas envie forcément, où le use case s'y prête, que les données sortent, et le fait de pouvoir les stocker directement dans le navigateur, ça peut être intéressant. Alors, le problème c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la phase d'apprentissage d'un réseau de neurones, elle peut être très longue, très complexe, nécessiter beaucoup de ressources de calcul. On ne va pas demander à un utilisateur de faire 1 heure d'apprentissage dans son navigateur, et puis il n'aura pas de données à disposition dans son terminal, ça n'a pas de sens. Mais il est tout à fait possible de mixer TensorFlow.js et Transfer Learning. Du coup, pour ça, là j'ai résumé les différentes étapes que ça pourrait prendre. La première, c'est quand on arrive sur le site, on peut télécharger le modèle ou le charger s'il avait déjà été enregistré, donc ça peut être transparent pour l'utilisateur. Ensuite, donc tout ça se fait en code JavaScript. On va tronquer le modèle, parce qu'en fait on peut manipuler les réseaux de neurones avec TensorFlow.js. On peut dire, là je souhaite isoler telle couche, etc. Je souhaite le tronquer.
L'étape suivante, ça va être la collecte des données d'apprentissage. Donc là, on peut imaginer si on veut faire la classification d'images basée sur la webcam, par exemple, ça va être capter des exemples, enfin des photos via la webcam. L'étape 4, ça va être du coup construire le petit modèle spécifique, comme j'avais expliqué sur la partie du transfer learning. Et puis vient l'apprentissage et bien sûr la prédiction. Donc là, je vais faire... j'ai fait une vidéo de démonstration de ce que ça pourrait donner. Donc là, bien sûr, ça reste une démo. Donc là, ce que je fais au début, c'est je donne des exemples. C'est-à-dire que quand je clique sur le bouton, là, il y a une photo qui est prise sur la webcam, et on dit là c'est l'exemple de ce que je penche la tête à gauche, à droite ou pas du tout. C'est ce que je veux dire pour aller à gauche, à droite ou tout droit. Parce que, oui, j'ai oublié de le dire, en fait j'ai pris un jeu en JavaScript qui permet de piloter une voiture, sauf que j'ai enlevé les commandes au clavier, et j'ai voulu essayer de voir si j'arrivais à commander la voiture juste avec la webcam. En fait, j'ai voulu recoder ma Kinect. Donc là, j'ai donné des exemples, j'ai fait l'apprentissage. Donc ce qui est bien, c'est que par exemple dans TensorFlow.js, il y a aussi une API de DataVis, donc bien sûr on peut cacher ça, là c'est juste parce qu'on est en phase de test. Et là on va voir la performance du modèle après l'apprentissage. Donc on voit que la courbe là c'est la courbe d'erreur, elle est censée baisser, là elle baisse pas, ça veut dire que j'ai des choses à ajuster. Donc voilà, ça c'est les paramètres en fait qu'on va passer lors de l'apprentissage. Là je vais faire un nouvel apprentissage. Donc là, la courbe a bien diminué. Et là, je peux démarrer le jeu. Donc là, quand je pense la tête à gauche, la voiture va à gauche. Quand je pense la tête à droite, elle va à droite. Quand je penche pas, elle va tout droit. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, l'apprentissage a nécessité 6 photos. 2 de chaque catégorie. Juste 6 éléments pour faire du deep learning, juste 6 éléments même pour faire du machine learning en général, c'est vraiment extrêmement peu. Et c'est là on voit tout l'intérêt du transfer learning. Alors on va pouvoir conclure. Donc ce qu'on a vu, c'est que l'intérêt du transfer learning, c'est de pouvoir réduire la complexité du deep learning ou du machine learning. On va pouvoir faire des économies, que ce soit en ressources de calcul et en temps. On n'aura pas moins besoin de certaines compétences spécifiques. On peut réutiliser des modèles publics et tous les mois il en sort des nouveaux. Là j'ai montré pour les images, mais il existe des modèles pour faire du transfer learning pour la classification de texte, pour la vidéo, etc. Enfin, il n'y a pas que pour les images. Ça peut constituer une bonne initiation pour démarrer sur ces sujets-là, puisqu'il y a moins de complexité. Après, il y a toujours cet effet boîte noire qui n'a pas été adressé par le transfer learning. Et sur la partie TensorFlow.js, donc là ça permet de s'ouvrir à la communauté JavaScript, de faire de l'offline machine learning très facilement dans les navigateurs des utilisateurs. Après, le pendant négatif, c'est que par contre, il n'y a pas de magie, ça reste moins performant en termes de puissance de calcul, pas en termes de qualité des modèles, ça c'est la même, mais en puissance de calcul, c'est moins performant de passer par TensorFlow.js que par du Python ou du C++. Pour aller plus loin, j'ai mis ici quelques liens pour introduction au machine learning, au transfer learning, ou à TensorFlow.js, et un lien vers le repo GitHub du jeu JavaScript de pilotage de voiture, mais via la webcam. Du coup, merci pour votre attention, c'est la fin de cette présentation. Si ça vous intéresse de télécharger les slides avec le QR code, vous y aurez accès. Et puis c'est le temps pour les questions si vous en avez, ou après sinon vous pourrez me trouver au stand d'Hypon Technologies tout à l'heure. Merci.